40 ans. C'est le temps qu'il aura fallu pour élucider le meurtre d'une écolière. 40 ans, jusqu'à ce que la technologie atteigne un niveau que l'on croyait inaccessible. De telles méthodes ne permettent pas toujours de résoudre des crimes violents. Parfois, elles ne font que prolonger le supplice de ceux qui ont perdu des êtres chers et attendent la réponse à une seule et unique question. Qui a pu commettre un tel acte ? Les familles vivent avec cette question pendant des années, des décennies. Elles ne les quittent jamais. Le 6 septembre 1968, Rochelle Ward naquit dans une famille où régnait l'amour et l'attention. Sa sœur aînée, Andrea, était toujours à ses côtés, prête à la soutenir et à la réconforter. Leur lien était fort, de ceux qui se passent d'explications. Andrea se souvenait de sa cadette comme de la personne la plus lumineuse et la plus douce qu'elle ait jamais rencontrée. La famille vivait à Red Bluff, une petite ville californienne à environ 200 km au nord de Sacramento. L'endroit est connu pour ses étés torrides, où les thermomètres dépassent les 40 degrés, et pour ses hivers frais et humides, quand le brouillard s'accroche aux collines. En 1983, la ville comptait environ 10 000 habitants. Tout le monde se connaissait. Qui travaillait où, qui étaient les enfants des uns et des autres, qui était ami avec qui. La petite ville vivait des ranchs et des vergers. L'agriculture nourrissait les habitants. C'est pourquoi le modeste centre-ville, avec ses quelques maisons en rangée, était entouré de terres agricoles de toutes parts. Des champs infinis, des chemins de terre, de rares maisons à l'horizon. En 1983, Rochelle était au collège et se préparait à entrer au lycée. Tous la connaissaient comme une jeune fille calme et douce qui adorait les animaux et les personnes âgées. Elle se rendait régulièrement à la maison de retraite, non par devoir, mais par envie. Elle jouait aux dames avec les résidents, discutait, écoutait leurs histoires, leur offrait une attention que beaucoup n'avaient pas eue depuis des années. Cette passion était une part importante de la vie de Rochelle. Elle rêvait de faire du bénévolat à titre professionnel. Son objectif était simple, rendre le monde un tout petit peu meilleur. Une jeune fille, une visite à la fois. Malheureusement, le destin en avait décidé autrement. Le 3 mars 1983 commença comme une journée ordinaire. Un matin gris, une pluie fine. Sa sœur aînée était déjà mariée et avait déménagé à Reno. Rochelle vivait avec ses parents. À son réveil, elle commença aussitôt à se préparer pour l'école, comme toujours, méthodiquement, sans se presser. Elle appela sa sœur, bavarda un peu avec elle, lui dit au revoir et l'informa qu'elle partait. Une conversation normale. Leur dernière conversation. Dehors, il pleuvait. Alors la jeune fille prit un parapluie. Un vieux parapluie bleu avec un manche en bois et se dirigea vers l'école adventiste du 7e jour. Elle se trouvait à quelques pâtés de maison de chez elle, un trajet d'une quinzaine de minutes à pas tranquille. D'habitude, Rochelle s'y rendait avec son amie et camarade de classe, Becky Turner. L'école était minuscule, sa classe de 8e année ne comptait que quelques filles. Tout le monde se connaissait depuis la première année. D'autres établissements scolaires se trouvaient à proximité. Lorsque les enfants allaient en cours, il y avait toujours beaucoup de monde sur le chemin. Ensemble, c'était plus sûr. En général, Rochelle partait un peu plus tôt pour passer prendre son amie et qu'elles marchent ensemble. Elles aimaient faire le chemin à deux, bavarder en route, partager leurs projets pour la journée. Ce matin-là, des connaissances la virent passer devant la maison de Becky. Rochelle s'arrêta près du porche, attendant que sa camarade sorte. Elle resta là 1 minute, peut-être 2. Mais elle remarqua vite que la voiture des Turner n'était pas dans l'allée familiale. D'habitude, elle était toujours là, une vieille berline Bordeaux que l'on voyait de loin. Rochelle savait que la mère de son amie enseignait dans leur école. Voyant que la voiture n'était pas là, elle en déduisit que Madame Turner, à cause de la pluie, conduisait elle-même les enfants à l'école. Logique, raisonnable.
C'est pourquoi, vers 8 heures du matin, n'attendant pas Becky, elle partit simplement seule à l'école. Sous son parapluie, sur l'asphalte mouillé, longeant les maisons familières. Seule. Vers 9 heures du matin, un fermier qui vivait à 10 km de la sortie de la ville, près d'une sortie de l'autoroute inter-États, entendit un coup de feu. Une détonation sèche qui déchira le silence matinal. Il s'immobilisa, tendit l'oreille. Plus aucun son. Seulement le vent dans les arbres et le bruit lointain des voitures sur l'autoroute. L'homme s'inquiéta. Ces derniers temps, les cas d'abattage insensé de bétail s'étaient multipliés dans le comté. Quelqu'un s'amusait à tirer sur les animaux des autres, laissant les carcasses pourrir dans les champs. Il s'apprêtait à appeler le shérif, il craignait pour ses bêtes, pour les vaches qu'il élevait depuis des années. Mais il décida d'abord de regarder par la fenêtre pour vérifier. Les animaux se tenaient près de la clôture, sains et saufs, broutant l'herbe, comme si de rien n'était. Et sur la route longeant sa propriété, une voiture marron roulait tranquillement. Lentement, sans à-coups, sans précipitation. Le fermier scruta le conducteur à travers le rideau de pluie. Un visage inconnu. Ce n'était pas un local, c'était certain. Mais il se comportait de manière détendue, sans anxiété, sans hâte. Les mains sur le volant, le regard droit devant. Un conducteur ordinaire. L'homme se dit donc que ce n'était qu'une coïncidence. Peut-être que quelqu'un tirait sur des boîtes de conserve, sur des cibles, pour s'amuser. Et il n'appela personne. Il retourna à ses occupations. Le fermier travailla sur sa propriété toute la matinée. Il réparait une clôture, vérifiait son équipement, la routine habituelle. Puis, vers 11h30, il décida de faire le tour du périmètre pour inspecter la clôture après la pluie de la nuit. Il marchait le long de la barrière, dans la boue, dans les flaques, examinant les poteaux et le fil de fer barbelé. Et soudain, il remarqua quelque chose d'étrange sur le bas-côté du chemin de terre, quelque chose de coloré, d'anormal, au milieu de la terre grise et de l'herbe mouillée. En s'approchant, il se figea. Il comprit avec horreur qu'une silhouette immobile de jeune fille gisait sur le sol. Une petite silhouette vêtue d'un chemisier blanc et d'un jean bleu, le visage contre terre, immobile. En y regardant de plus près, son état ne laissait place à aucun doute. Il l'appela plusieurs fois, la voix tremblante. Aucune réaction, aucun souffle, aucun signe de vie. La peau était froide, cireuse. Il se précipita alors vers sa maison, presque en courant. Ses jambes s'en mêlaient, son souffle se coupait. L'homme se souvint immédiatement de ce coup de feu unique, retenti quelques heures plus tôt, et il comprit, c'était lui qui avait coûté la vie à cette jeune fille. Réalisant que l'adolescente était morte, il saisit le combiné du téléphone de ses mains tremblantes et contacta la police. Après-midi, les officiers du bureau du shérif local étaient déjà sur les lieux. Ruban jaune, appareil photo, prise de mesure. L'enquête commençait. Vers 3 heures de l'après-midi, la mère de Rochelle, Sandy House, rentra chez elle. Elle travaillait dans un bureau voisin de la police de la route. Sa journée se terminait dans l'après-midi. Fatiguée, épuisée par une journée de travail ordinaire. En rentrant, la première chose que fit la femme fut d'appeler sa fille. Silence. Elle remarqua aussitôt que sa cadette n'était pas à la maison. Étrange, d'habitude à cette heure, elle était déjà là, en train de faire ses devoirs ou de regarder la télévision. Sandy ressentit une légère inquiétude, pas encore de la peur, juste de l'anxiété. Elle appela sa fille aînée, Andrea. Celle-ci lui raconta qu'elle s'était parlé le matin, que tout était normal, comme d'habitude. Elles avaient discuté, puis Rochelle était partie en cours. Rien d'inhabituel. Cela parut étrange. Normalement, elle serait déjà rentrée à cette heure. Son emploi du temps était précis, prévisible. Sandy s'inquiéta davantage, mais tenta de garder son calme.
Malheureusement, elle ne pouvait pas contacter sa fille. Les téléphones portables n'étaient pas encore répandus à l'époque. On ne pouvait pas simplement composer un numéro et demander « Où es-tu » Elle se dit que sa cadette avait simplement bavardé avec une amie et perdu la notion du temps. Ça arrive, les adolescents. Sandy alluma la télévision pour se distraire et entendit immédiatement une nouvelle aux informations locales. Une adolescente sans vie avait été découverte le matin même en périphérie de la ville. Le présentateur parlait d'une voix calme et professionnelle, mais les mots lui écorchaient les oreilles. Au moment du reportage, la victime n'avait pas encore été identifiée. L'identité était en cours de vérification, plus de détails à venir. La nouvelle frappa Sandy comme un éclair. Ses mains devinrent glacées, son souffle se coupa. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise. L'inquiétude se mua instantanément en panique, froide et paralysante. Sandy tenta de joindre les amis de sa fille. Ses doigts tremblaient sur le cadran du téléphone, mais elle ne parvint pas à toutes les joindre. Certaines n'étaient pas chez elle, d'autres ne répondaient pas. Chaque sonnerie semblait une éternité. La femme ne pouvait plus rester assise. Elle monta dans sa voiture et se rendit chez Becky Corner, dépassant la limitation de vitesse, prêtant à peine attention à la route. Là, elle trouva l'amie de sa fille, et celle-ci confirma ses pires craintes, lui dit ce que Sandy redoutait d'entendre. Rochelle n'était pas venue en cours ce jour-là. Elle n'était pas venue du tout. Sandy se sentit glacée. Son visage blêmit, ses lèvres se mirent à trembler. Elle fit demi-tour, sans même dire au revoir, et rentra chez elle. Désormais, la femme ne voulait plus qu'une chose, contacter le bureau du shérif et signaler la disparition de sa fille cadette, immédiatement. À ce moment-là, la police était en train d'établir l'identité de la victime. Ils travaillaient méthodiquement selon le protocole. Ils décidèrent immédiatement de vérifier s'il s'agissait de Rochelle. La déclaration de disparition coïncidait en termes de temps et de description. Sandy décrivit en détail les vêtements et l'apparence de sa fille, sa voix se brisant à chaque mot. Un chemisier blanc, celui-là même que Rochelle portait le matin. Un jean bleu, son préféré, un peu usé aux genoux. Un parapluie bleu. Des cheveux sombres jusqu'aux épaules. Tout correspondait exactement à la description de la victime du tueur inconnu, retrouvée en dehors de la ville dans la journée. La femme fut invitée pour l'identification. Ce fut le trajet le plus terrible de sa vie. Le couloir froid de la morgue, l'odeur de désinfectant, la lumière blanche des néons. Grâce à sa mère, Rochelle Ward fut identifiée. Sandy hocha la tête, incapable de parler, et s'effondra sur une chaise. Le meurtre de la jeune fille fut un coup terrible pour la famille. Leur monde venait de basculer. Cela a secoué toute la communauté locale jusqu'à ses fondations. Les habitants de Red Bluff étaient effrayés. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Qui serait le prochain? Où trouver la sécurité? L'incertitude et l'intérêt croissant des médias donnèrent naissance à de nombreuses rumeurs. Les lignes téléphoniques étaient saturées d'appels. Les gens verrouillaient leurs portes, ne laissaient plus leurs enfants sortir seuls. Certains étaient convaincus qu'il s'agissait de l'œuvre d'un tueur en série qui frapperait à nouveau si la police ne l'arrêtait pas rapidement. L'hystérie et la peur étaient alimentées par chaque nouvelle déclaration des autorités, qui inquiétait encore plus la population locale, en particulier dans les écoles. La panique y régnait. Les parents exigeaient une surveillance, les enseignants ne savaient pas quoi dire aux enfants. On pensait que le maniaque ciblait spécifiquement les mineurs, les écolières. Pendant que la famille Ward pleurait sa fille, coupée du monde, les inspecteurs poursuivaient l'enquête. Les habitants chuchotaient sur le sort de la jeune fille assassinée, dans les rues, dans les magasins, aux stations-service. La plupart parlaient de sévices, un mot prononcé à voix basse, en jetant des regards autour d'eux. Mais à ce moment-là, on ne savait pas encore si Rochelle avait subi de tels sévices,
ou si elle avait simplement été la victime d'une cruauté spontanée, une cible aléatoire. Un peu plus tard, le shérif tint une conférence de presse. Debout devant les microphones, le visage fatigué, il évoqua certaines pistes de l'enquête. Il s'avéra que la jeune fille avait bien subi des sévices avant d'être tuée d'une balle dans la nuque. Un seul coup de feu, précis, de sang-froid. Cependant, rien de concret sur le criminel ne put être dit. Aucune piste, aucun nom. Pour rassurer la communauté locale, les parents et les enfants, les policiers commencèrent à agir activement. Ils se rendaient dans les écoles, organisaient des réunions, expliquaient les règles de sécurité. Ils patrouillaient les environs, en voiture, à pied, assurant une présence visible. La ville était sous protection, du moins en apparence. Malgré les mesures prises, il a fallu plusieurs années à certains enfants pour se remettre complètement des conséquences de ce crime. La peur s'était profondément ancrée. Becky Turner fut la plus secouée par la mort de sa meilleure amie. Pendant plusieurs semaines, elle ne put dormir normalement. Elle se réveillait la nuit en sueur, faisait des cauchemars où Rochelle l'appelait à l'aide. La jeune fille s'entretint plusieurs fois avec des policiers qui venaient à l'école et expliquaient patiemment aux enfants comment se protéger, comment ne pas devenir une victime. Après ces instructions, les élèves effrayés de l'école locale se mirent à ne se rendre en cours qu'en groupe, de 4, de 5, jamais seuls. Les filles en particulier craignaient le plus de se déplacer seules, surtout sur les mêmes routes que Rochelle empruntait. Quant à Becky, elle ressentait une terreur panique paralysante chaque fois qu'elle devait emprunter le chemin qu'elle et Rochelle prenaient habituellement pour aller en cours. Chaque coin de rue, chaque virage provoquait une crise d'angoisse. Elle évitait ces endroits. Becky était convaincue que la jeune fille avait été enlevée précisément là, sur ce tronçon de route entre sa maison et l'école, là où elles marchaient ensemble chaque jour. La même année, 11 écoles adventistes du 7e jour organisèrent une cérémonie commémorative. Elles se rassemblèrent avec les parents de la défunte dans la cour arrière de l'école de Rochelle. Des dizaines de personnes vinrent, enseignants, élèves, voisins, simples connaissances. Ils plantèrent des tulipes en mémoire de Rochelle, vives, jaunes et rouges, pour que chaque printemps, elle rappelle cette jeune fille qui aimait la vie. De plus, une plaque commémorative fut installée avec le nom de la défunte, simple, en bronze, avec ses dates de vie et les mots « Elle voulait rendre le monde meilleur ». À ce moment-là, les forces de l'ordre avaient déjà minutieusement enquêté sur tout l'entourage de la victime. Elles avaient vérifié chaque connaissance, chaque nom dans son journal intime. Les inspecteurs ne trouvèrent aucun suspect. La jeune fille ne fréquentait pas de personnes dangereuses, ne voyait personne de suspect. Elle n'avait pas de problème de comportement, de mauvaises habitudes ou de sombres secrets. Rochelle était une adolescente équilibrée, sans conflit avec ses parents ni raison de fuguer. Aucune dispute, aucun secret. Elle n'avait ni détracteurs ni ennemis. Tout le monde aimait cette jeune fille douce et tranquille. De nombreux indices furent recueillis sur la scène de crime. Des cheveux, des fibres de tissu, des traces biologiques. Tout fut soigneusement emballé, étiqueté, envoyé pour expertise. Mais cela ne mit pas les inspecteurs sur une piste. Les technologies étaient primitives, les bases de données n'existaient pas. Malgré un mois de travail acharné, ils se retrouvèrent dans une impasse totale, sans espoir. La situation ne changea que dans les années 90, après près de 10 ans de silence, lorsqu'un premier suspect principal crédible parut. Le tueur en série Henry Lee Lucas. L'homme prit lui-même contact, avouant son implication dans le meurtre de Rochelle. À l'époque, il était déjà connu pour plusieurs meurtres pour lesquels il purgeait une peine. Condamné à perpétuité, sans espoir de libération. Il était enclin à commettre des sévices sur les femmes. C'était sa signature, sa pathologie. En entendant l'histoire de Rochelle à la télévision, Henry Lucas commença à affirmer que c'était lui qui avait abattu l'écolière.
Il avait déjà fait des aveux retentissants auparavant, communiquant activement avec les journalistes, déclarant qu'il avait sillonné les autoroutes des États-Unis pendant 8 ans, tuant à tout va. Selon Henry, durant cette période, le nombre de ses victimes dépassait les 600, un chiffre inimaginable qui aurait fait de lui le tueur en série le plus prolifique de l'histoire américaine. Cependant, les inspecteurs accueillirent ces paroles avec un profond scepticisme, car il avait déjà tenté à plusieurs reprises de s'attribuer tous les crimes célèbres de la région, cherchant à obtenir sa part de gloire, d'attention, de notoriété. Lucas se délectait de cette attention, s'y baignait. Officiellement, seuls 3 meurtres confirmés lui étaient imputés, impossible d'en prouver davantage. Il avait tué sa mère dans un accès de rage, puis 2 autres femmes. Quant aux 600 autres victimes, il mentait probablement effrontément, sans même se soucier des détails, inventant simplement des histoires au fur et à mesure, bien loin des circonstances réelles. La géographie ne correspondait pas, les dates étaient confuses, les descriptions ne coïncidaient pas. Certaines de ces victimes se révélèrent être fictives ou même des personnes vivantes. Quoi qu'il en soit, il était nécessaire de vérifier son implication dans le meurtre de Rochelle. On ne pouvait ignorer même une chance infime. Henry Lee Lucas avait déjà commis des meurtres et pouvait tout à fait être impliqué dans cette affaire. Et si, cette fois, il disait la vérité ? Les inspecteurs montrèrent immédiatement un grand intérêt pour la déclaration de Henry Lucas, bien qu'ils en comprissent les risques. L'homme fut extrait de prison pour être interrogé. Il était derrière les barreaux pour les 3 meurtres précédents, purgeant une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il n'y avait pas d'issue. Il n'avait rien à perdre. Selon la biographie de Henry, au moment du meurtre de Rochelle en mars 1983, il vivait effectivement non loin de Sacramento, travaillait sur un chantier et louait une chambre dans un motel. Il aurait donc pu théoriquement se rendre rapidement à Red Bluff, 2 heures de voiture, pas plus. Tout coïncidait géographiquement. Dès que Henry entra dans la salle d'interrogatoire et s'assit en face des inspecteurs, il commença à se comporter étrangement. Il souriait d'un air narquois, s'agitait sur sa chaise, évitait le contact visuel direct. L'homme ne se souvenait pas du nom de la ville où l'agression de la jeune fille avait eu lieu. Il proposa plusieurs variantes, toutes incorrectes. Il déclara que l'endroit où il aurait laissé la victime se trouvait approximativement dans la région de Sacramento, près d'une rivière, ce qui était également faux. Elle avait été retrouvée à 10 km de Red Bluff, dans une toute autre direction. L'interrogatoire dura plus de 3 heures, les inspecteurs posant méthodiquement des questions, notant les réponses. Pendant ce temps, Lucas fit de nombreuses déclarations contradictoires. Il donnait des dates différentes, des lieux différents, des circonstances différentes. Il disait une chose, puis une demi-heure plus tard, tout le contraire. Il nomma plusieurs lieux géographiques qui n'avaient aucun lien avec la victime. Il fut incapable de décrire à quoi ressemblait la jeune fille, ce qu'elle portait, de quelle couleur étaient ses cheveux. L'homme ne parvint jamais à décrire de manière crédible les détails de l'agression, s'empêtrant dans ses propres inventions. Il devint évident qu'il mentait une fois de plus, se délectant de l'attention, jouant avec la police. La communication avec Henry Lee Lucas et la vérification minutieuse de ses faux aveux firent perdre aux inspecteurs un temps précieux, des semaines de travail, et nécessitèrent l'engagement de ressources policières considérables. Finalement, il fut définitivement prouvé qu'il avait simplement fait de nouveaux faux aveux pour attirer l'attention sur lui, passer aux informations, se sentir important. L'homme fut donc rapidement retiré de la liste des suspects et aucune accusation ne fut portée contre lui pour le meurtre de Rochelle. Une nouvelle impasse. Lors de l'enquête initiale, les forces de l'ordre avaient conservé des échantillons de matériel biologique du meurtrier prélevés sur la scène de crime. Si, en 1983, ils étaient pratiquement inutiles,
Les technologies d'analyse ADN n'en étaient qu'à leur balbutiement, les premiers pas se faisaient en laboratoire. La science avait depuis fait d'énormes progrès. Le profil ADN de Henry Lucas, obtenu à partir de la base de données de la prison, fut comparé aux indices recueillis 40 ans plus tôt. Il ne correspondait pas. Aucun marqueur, une non-concordance totale. Lucas n'avait aucun lien avec ce crime. Il est décédé par la suite à l'âge de 64 ans en 2001, en détention, sans jamais avoir donné de témoignage véridique sur aucun de ces crimes fictifs. Pour obtenir plus d'informations, de pistes et de témoins, les inspecteurs se sont souvent adressés au public par le biais des médias au fil des ans. Ils donnaient des interviews, publiaient des articles, montraient des photos. Cela a attiré une grande attention des habitants locaux et au-delà. Beaucoup affirmèrent qu'un mystérieux conducteur dans une voiture marron avait été aperçu ce matin-là, dans la zone des champs agricoles en périphérie, là où la victime avait été retrouvée. Plusieurs suspects apparurent, des noms, des visages, des rumeurs. Ils furent minutieusement vérifiés, tant lors de l'enquête initiale que plus tard, avec le développement des technologies et l'apparition de nouvelles méthodes. L'une des sources d'informations les plus précieuses s'avéra être ce même propriétaire de ranch, le fermier, qui avait contacté la police après avoir découvert la jeune fille sur ses terres. Grâce à sa description, un portrait robot du conducteur de la voiture marron fut établi. L'artiste y travailla longtemps, affinant les détails. Malheureusement, il s'agissait tout de même d'informations générales, une apparence typique, rien de spécial. Un homme trapu, cheveux longs, barbu. Il y en avait des milliers comme lui. Personne n'avait remarqué le numéro de la voiture. Aucun témoin n'avait mémorisé la plaque d'immatriculation. On n'avait pas bien vu le conducteur, la pluie, la distance, un regard fugace. Avec les données recueillies, l'enquête ne put mener que des procédures opérationnelles standards, mais cela ne donna aucun résultat. Après que Rochelle fut passée devant la maison de son ami ce matin-là sous la pluie, elle parcourut encore plusieurs centaines de mètres, vraisemblablement en direction de l'école, sur son chemin habituel. Une jeune fille seule sous un parapluie bleu dans une rue déserte a attiré une attention non désirée. Un homme inconnu dans une voiture marron la remarqua, ralentit et l'approcha sur ce tronçon de route entre la maison de Becky et l'école. Peut-être passait-il simplement par là, puis a-t-il fait demi-tour. Il l'a probablement intimidée avec une arme à feu. Il lui a montré un pistolet, l'a pointé sur elle, lui a donné un ordre. Il l'a forcée à monter dans la voiture contre son gré, ou l'a saisie de force, poussant l'adolescente terrifiée à l'intérieur. Rochet a très probablement essayé de résister, de crier, mais il n'y avait personne aux alentours. La pluie étouffait les sons. Ni la voiture marron, ni le conducteur, que les témoins ont décrit comme un jeune homme trapu d'une trentaine d'années, aux longs cheveux sombres et à la barbe épaisse, ne furent jamais retrouvés, malgré tous les efforts. Après la découverte de la victime, une quantité suffisante d'indices furent recueillis sur la scène de crime qui aurait pu devenir la clé de l'élucidation. Les experts de la police scientifique travaillèrent pendant des heures. Des fluides corporels et des particules microscopiques de peau, porteurs d'ADN, furent trouvés. En 1983, les technologies permettant d'analyser efficacement de tels indices et d'en extraire des informations d'identification étaient à un stade embryonnaire et ne fournissaient pratiquement aucune information précieuse pour l'enquête. Heureusement, tout cela ne fut ni perdu ni détérioré avec le temps. Tout fut soigneusement collecté, emballé dans des contenants stériles, documenté avec la date et le lieu de prélèvement, et envoyé aux archives de la police pour un stockage à long terme, dans l'espoir que la science serait un jour capable de lire ces témoignages silencieux. Pendant l'enquête, qui s'est étalée sur des années, les inspecteurs ont continué à analyser méthodiquement et minutieusement toutes les informations disponibles.
Ils ont vérifié les hommes ressemblant même de loin à la description du portrait robot, ont arrêté les voitures marron suspectes, ont interrogé les propriétaires, mais tout cela sans résultat. Chaque piste menait à une impasse. Durant cette période, de nombreux habitants remarquèrent une étrange coïncidence. Selon la description du modèle de la voiture et l'apparence du conducteur du portrait robot, celui-ci ressemblait beaucoup au shérif qui travaillait alors au bureau local, Ron Conning. Il avait en effet une voiture similaire, une carrure similaire, une barbe similaire. Les habitants commencèrent à le suspecter, d'abord discrètement, puis de plus en plus ouvertement, d'être impliqué dans le meurtre de la jeune fille. Les chuchotements se transformèrent en conversation. Le shérif, en l'apprenant, a fermement et publiquement clamé sa totale innocence, a donné une interview au journal local. Mais les habitants de Red Bluff, sceptiques, étaient convaincus qu'on essaierait de le blanchir, de le couvrir, d'étouffer l'affaire, car il était un agent des forces de l'ordre, l'un des leurs au sein du système. Au cours des années suivantes, malgré les nombreux indices recueillis et la pression publique, aucune preuve réelle de l'implication de Ron dans le meurtre ne fut jamais trouvée. Son ADN ne correspondait pas, son alibi fut vérifié plusieurs fois. Cependant, les soupçons persistèrent pendant des années au sein d'une partie de la population, couvant comme des braises. Cela a sérieusement miné son autorité et la confiance en lui dans cette petite ville où la réputation était tout. Certaines personnes commencèrent même à exprimer ouvertement leur aversion pour le shérif, se détournant à sa rencontre, chuchotant dans son dos, l'accusant du regard. Sa vie devint un enfer. Bien que l'affaire soit dans une impasse, elle est formellement restée ouverte jusqu'en 2000 et au-delà. L'enquête n'a jamais été officiellement close, elle a seulement ralenti, passant au second plan. Entre les années 1990 et 2000, plusieurs nouveaux suspects principaux sont apparus, avec qui les policiers se sont longuement entretenus, menant interrogatoires et vérifications. Chaque fois que de nouvelles figures, de nouveaux noms entraient dans le champ de vision des inspecteurs, on leur prélevait des échantillons d'ADN pour comparaison. Pendant la période de l'enquête, plusieurs inspecteurs qui travaillaient sur l'affaire depuis le début sont partis à la retraite, ont vieilli, se sont lassés. De nouveaux policiers, plus jeunes, les ont remplacés, étudiant à nouveau les dossiers avec enthousiasme, interrogeant tous les protagonistes de l'affaire, réexaminant les témoignages. Cependant, cela n'a en rien aidé à avancer. Aucune percée n'a eu lieu. Chaque fois que de nouvelles méthodes progressives d'analyse ADN apparaissaient, et elles apparaissaient régulièrement, les matériaux précédemment obtenus étaient sortis des archives et envoyés pour une nouvelle vérification. On cherchait des correspondances avec les bases de données de criminels enregistrés, en constante expansion, mais il n'y en avait toujours pas. La base de données s'agrandissait, les technologies s'amélioraient, mais il n'y avait aucun résultat. Silence. La situation n'a pas changé radicalement pendant des décennies, jusqu'en 2022, 39 longues années après la tragédie, où les forces de l'ordre ont commencé à discuter activement d'une approche fondamentalement nouvelle pour analyser les anciens indices. L'inspecteur en charge de l'enquête à ce moment-là, un jeune passionné, a entendu parler de l'utilisation de la généalogie génétique, une méthode révolutionnaire et innovante qui permet de retrouver un meurtrier non pas directement, mais par le biais de sa lignée, de ses parents. À ce moment-là, les forces de l'ordre, les sites de généalogie et d'autres bases de données publiques disposaient de millions, voire de dizaines de millions d'échantillons d'ADN que les citoyens ordinaires des États-Unis d'Amérique avaient volontairement fournis pour établir leur arbre généalogique, rechercher des parents, étudier leurs origines. Les gens voulaient savoir d'où venaient leurs ancêtres, qui étaient leurs lointains cousins. Une base de données incroyablement vaste s'est ainsi formée, qui pouvait théoriquement être utilisée pour l'analyse criminelle,
même si les indices de la scène de crime ne correspondaient pas directement aux listes policières existantes de criminels enregistrés. La méthode permet de déterminer les liens de parenté avec une grande précision, y compris pour des parents très éloignés, cousins au 3e ou 4e degré, des personnes liées par plusieurs générations. Un tel principe permet d'élucider de vieilles affaires qui prenaient la poussière depuis longtemps dans les archives des affaires non résolues et semblaient sans espoir. La procédure elle-même était un processus assez complexe et long. Elle exigeait des connaissances spécialisées, pouvait prendre des semaines, voire des mois de travail minutieux de la part des généalogistes. Mais la méthode avait déjà prouvé son efficacité impressionnante en pratique, car en 2023, plus de 600 affaires non élucidées à travers le pays avaient été résolues avec succès grâce à la méthode de la généalogie génétique. Les affaires classées reprenaient vie. À cette époque, la technologie était déjà régulièrement et fréquemment utilisée par les forces de l'ordre pour identifier les auteurs de divers crimes violents, ainsi que pour l'identification de restes humains non identifiés et de victimes anonymes. En 2022, une nouvelle équipe de détectives expérimentés a été spécialement formée dans le comté, chargée de réexaminer systématiquement les affaires non résolues accumulées et de revoir les anciens dossiers. Enfin, après une longue attente, l'affaire Rochelle Ward, l'une des plus anciennes et des plus douloureuses, est arrivée entre leurs mains. Ils ont d'abord étudié méthodiquement toutes les preuves conservées depuis décennies. Il s'est avéré qu'en 1983, lors de l'examen initial, une petite touffe de cheveux, quelques mèches seulement, avait été soigneusement prélevée. À en juger par leur couleur et leur texture, ils ne lui appartenaient manifestement pas. Ils étaient trop sombres, trop rêches. On a supposé avec une forte probabilité que cette touffe de cheveux appartenait à l'auteur du crime, laissé lors d'un contact physique. Les experts estimaient que si un échantillon d'ADN exploitable pouvait être obtenu de cette touffe et qu'une analyse détaillée était menée à l'aide de la généalogie génétique de pointe, il serait enfin possible de remonter la piste du meurtrier, ou du moins de sa famille. Une réunion importante a été organisée en amont avec le FBI et le ministère de la Justice, qui avaient initialement supervisé et enquêté sur l'affaire de la jeune écolière décédée. Au cours d'une discussion sérieuse, après avoir pesé le pour et le contre, il a été finalement décidé d'utiliser cette méthode innovante et coûteuse. À cette fin, le bureau du shérif du comté a officiellement contacté une société privée spécialisée nommée Astrea Forensics, qui se consacre à ce type de recherche. La mèche de cheveux, conservée pendant 40 ans, a été soigneusement transmise au laboratoire moderne. D'abord, un profilage ADN complexe a été réalisé à l'aide d'équipements de pointe. Ensuite, les informations génétiques obtenues ont été envoyées au Bureau fédéral d'investigation pour une recherche généalogique, à la recherche de correspondances. Normalement, un tel processus prenait de longues semaines, voire des mois d'attente. Mais cette fois-ci, comme si le destin avait décidé d'accélérer les choses, tout a progressé assez rapidement, étonnamment rapidement. Les résultats ont commencé à arriver. Le 7 septembre 2023, 40 ans jour pour jour après la naissance de Rochelle, les détectives ont de nouveau rencontré les représentants du ministère de la Justice et les agents du FBI dans un bureau fermé, pour examiner les résultats tant attendus de l'enquête généalogique. L'atmosphère était tendue. Il s'est avéré que les scientifiques avaient réussi à établir avec un haut degré de probabilité le nom même du meurtrier présumé. Il s'agissait d'un ancien habitant de la ville de Red Bluff, nommé Johnny Coy. Le profil psychologique de cet homme a immédiatement paru très curieux et inquiétant aux policiers présents. En premier lieu, la biographie complète de l'homme a été vérifiée en urgence. Toutes les archives ont été consultées. Il avait en effet un lourd passé criminel, directement lié à des crimes violents contre les femmes.
Il s'est avéré que l'homme était un récidiviste dangereux, dont le modus operandi rappelait de manière suspecte et effrayante les circonstances connues des sévices et du meurtre de Rochelle Ward. La même cruauté, la même méthode, la même froideur. Malgré cette coïncidence évidente, pour une raison ou une autre, il n'avait jamais, pas une seule fois, été considéré comme un suspect dans cette affaire. Son nom n'était tout simplement jamais apparu. Il s'est avéré que même en 1983, l'année du meurtre de Rochelle, le jeune Johnny Coy était déjà bien connu de la police locale comme un petit délinquant, un récidiviste. Il avait commis à plusieurs reprises des vols mineurs, des actes de vandalisme, des bagarres et apparaissait dans les rapports de police. Il consommait également systématiquement et ouvertement des drogues dures, illicites. Il était fiché et tristement connu des voisins et des policiers comme un homme très agressif, colérique et totalement imprévisible, capable d'accès de rage. 6 longues années après le meurtre de l'écolière, en 1989, Johnny a commis un autre crime grave. Il a arrêté une voiture dans laquelle se trouvait une femme d'âge moyen et sa fille de 20 ans. Elle passait tranquillement en voiture sur une route familière et ont reconnu son visage, car il vivait toujours dans cette petite ville où tout le monde se connaissait. Dès que les femmes se sont arrêtées, l'ayant reconnu, il a soudainement commencé à les menacer agressivement avec un pistolet, le brandissant devant leur visage. Johnny les a brutalement forcés à s'éloigner de la ville, les suivant dans sa propre voiture. Sur une route déserte, sans âme qui vive à des kilomètres à la ronde, l'homme, continuant de les menacer avec son arme à feu et de les maintenir dans la peur, a agressé violemment la jeune femme de 21 ans, a volé tous ses effets personnels, son argent, ses papiers, et a également volé leur voiture, laissant les victimes sans moyen de transport. Heureusement, cette fois-ci, il n'a pas ôté la vie à ses victimes, mais les a simplement laissées cyniquement sur le bord de la route, en état de choc, et est parti avec la voiture volée. Lorsque les victimes traumatisées ont réussi à atteindre la maison la plus proche quelques heures plus tard, ont reçu de l'aide et ont porté plainte auprès des forces de l'ordre, Johnny Coy a été assez rapidement identifié grâce à leur description et arrêté. Il était toujours armé du même pistolet et conduisait la voiture volée. Mais lors de son arrestation, chose étrange, il n'a pas opposé de résistance sérieuse et s'est rendu calmement. Outre la voiture volée et les affaires des victimes, la perquisition a révélé sur lui plusieurs sachets contenant de grandes quantités de substances illicites puissantes et dangereuses. D'après les archives judiciaires, il a été officiellement reconnu coupable de ce crime grave et condamné par le tribunal à une très longue peine de prison, pratiquement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Maintenant, des décennies plus tard, les détectives souhaitaient vivement s'entretenir personnellement avec Johnny Coy, mener un interrogatoire approfondi pour tenter d'obtenir des aveux complets pour le meurtre de Rochelle, connaître les détails et clore définitivement l'affaire. Cependant, un fait malheureux est apparu. Il était décédé de cause naturelle en juin 2019, n'ayant jamais eu à faire face à la justice pour l'affaire de la jeune fille, emportant ses secrets avec lui. Néanmoins, l'enquête devait encore trouver des preuves irréfutables, confirmant définitivement qu'il était bien impliqué dans ce qui était arrivé à l'adolescente 40 ans plus tôt. Il fallait de toute urgence retrouver ses parents vivants, prélever sur eux de nouveaux échantillons d'ADN pour une analyse comparative et vérifier définitivement le lien de parenté. Heureusement, les membres de la famille élargie de Coy ont été localisés et retrouvés sans grande difficulté. Ils vivaient toujours dans la même région, n'ayant jamais déménagé. De plus, plusieurs personnes différentes ayant des liens de parenté directs ou indirects avec Johnny ont été identifiées, et les détectives ont décrit en détail et honnêtement la situation à chacun d'entre eux, leur demandant de l'aide.
Malgré le risque évident et sérieux d'opprobre public et de honte, tous les membres de la famille, sans exception, ont volontairement et consciemment accepté de fournir des échantillons de leur ADN pour une comparaison minutieuse avec les anciennes preuves existantes recueillies en 1983. En retour, les enquêteurs leur ont promis de ne pas révéler leur identité publiquement et de les protéger de tout harcèlement. La comparaison d'ADN par l'intermédiaire de parents, dans ce cas précis, ne peut bien sûr pas donner une correspondance à 100% comme une comparaison directe. C'est pourquoi la possibilité réelle de recueillir plusieurs échantillons différents de différentes personnes et d'obtenir les résultats de plusieurs analyses croisées indépendantes a été une grande chance et un cadeau du destin. Cela a permis d'augmenter considérablement la probabilité globale de succès de l'opération et la précision finale du travail génétique. Chaque fois que les profils ADN des membres de la famille étaient soigneusement vérifiés et analysés, ils montraient de manière constante des correspondances directes évidentes avec le matériel biologique appartenant à la famille de Johnny Coy. Les mathématiques ne mentaient pas. Son apparence, reconstituée à partir de vieilles photographies, correspondait parfaitement à la description faite par le témoin, le fermier, qui avait vu le meurtrier ce matin-là. À cette époque, au début des années 80, Johnny Coy possédait en effet une voiture personnelle marron du même modèle. Tout s'emboîtait, comme un puzzle. Il restait maintenant totalement incompréhensible pour les enquêteurs pourquoi une vérification standard dans les bases de données gouvernementales officielles des criminels n'avait pas permis d'obtenir cette correspondance cruciale bien plus tôt, peut-être même des décennies auparavant, car Johnny Coy était depuis longtemps en prison d'État pour son crime de 1989, et son profil génétique complet aurait théoriquement dû se trouver dans la base de données centralisée. À la demande des détectives, le ministère de la Justice a même diligenté une enquête interne spéciale et une vérification administrative sur cette question extrêmement importante pour comprendre où la faille s'était produite. Une circonstance fâcheuse a été découverte. L'échantillon d'ADN de Johnny Coy avait en effet été prélevé bien plus tôt, dans les années 90, à une époque où les méthodes d'analyse génétique n'en étaient qu'à leur balbutiement et étaient extrêmement primitives. En raison de cette limitation technique, ce sont des marqueurs génétiques obsolètes et incomplets d'un ancien type qui ont été initialement téléchargés dans le système fédéral CODIS, activement utilisé par le FBI pour rechercher des correspondances à travers tout le pays. Ils n'ont été utilisés que pendant une très courte période, lorsque la base de données elle-même était en cours de constitution et que les normes n'étaient pas encore établies. Plus tard, à partir de 2020, ces anciens marqueurs n'ont tout simplement pas été mis à jour automatiquement, restant dans un format d'archives incompatible avec les nouveaux systèmes. Plusieurs décennies complètes s'étaient déjà écoulées depuis les événements tragiques. Maintenant, après toutes les vérifications et contre-vérifications, plus personne n'avait le moindre doute sur l'implication directe de Johnny Coy dans le meurtre brutal de l'adolescente innocente. Les spécialistes ont décidé de comparer à nouveau, minutieusement, l'ancien profil génétique du meurtrier, qui avait été téléchargé il y a longtemps dans la base de données dans un format obsolète, avec les marqueurs modernes récemment obtenus de la mèche de cheveux. Une nouvelle analyse approfondie, utilisant les technologies les plus récentes, a montré sans équivoque une correspondance à 100%. Le 3 octobre 2023, 40 ans et 7 mois plus tard, l'enquête officielle a été solennellement achevée et classée. Selon toutes les expertises, si Johnny Coy avait été en vie au moment de l'analyse ADN finale, les preuves matérielles recueillies auraient été plus que suffisantes pour prouver sans équivoque sa culpabilité directe dans les sévices et le meurtre de sang-froid de Rochelle Ward et pour garantir un verdict de culpabilité devant n'importe quel tribunal du pays.
Même avec les meilleurs et les plus chers avocats, ses chances réelles d'échapper à une peine sévère auraient été absolument nulles, inexistantes. Le succès de la longue enquête sur l'affaire classée du meurtre de Rochelle Ward, malgré l'immense laps de temps écoulé, a eu un impact colossal sur presque toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent aux mains de Johnny Coney au fil des ans. Premièrement, tous les soupçons et accusations pesant sur le shérif innocent Ron Koenig ont été définitivement et officiellement levés publiquement. Ce fut un véritable soulagement et une libération pour sa famille âgée, qui avait vécu pendant des années sous le poids des soupçons. Bien que l'homme lui-même soit décédé de cause naturelle depuis longtemps, en 2009, son nom et sa réputation étaient désormais définitivement et irrévocablement blanchis de tout soupçon injuste et de toute calomnie aux yeux de toute la communauté. Deuxièmement, les proches de Rochelle, épuisés par l'attente, ont également enfin obtenu un soulagement psychologique tant attendu et une forme de conclusion, car ils savaient maintenant avec certitude qui était réellement et directement impliqué dans le meurtre brutal de leur fille et sœur bien-aimée. Malgré cette importante découverte de la vérité, la famille de la victime a tout de même admis ne pas être entièrement et complètement satisfaite du résultat. Pendant toutes ces années interminables, ils avaient sincèrement souhaité et rêvé que le meurtrier comparaisse personnellement devant un tribunal, les regarde dans les yeux et reçoive la peine sévère qu'il méritait pour son acte. De plus, il ne leur serait désormais donné de connaître tous les détails atroces des terribles événements de ce matin-là, tous les détails et les motifs que Johnny Coy avait emportés à jamais dans sa tombe, sans jamais se repentir. Néanmoins, l'affaire était officiellement résolue et classée. Il ne restait que les dernières formalités d'enquête et la paperasse. La sœur aînée, Andrea, qui avait vieilli et grisonné au fil des ans, a accordé plusieurs interviews à des journalistes insistants après l'annonce des résultats. Avec une tristesse contenue dans la voix, elle a raconté qu'elle avait toujours été très proche de sa jeune sœur, Rochelle, qu'elles étaient inséparables. Au moment de la mort tragique de sa sœur, il s'est avéré qu'Andrea était déjà enceinte, mais elle ne le savait pas encore et ne se doutait pas de son état. Et Rochelle, comme se souvenait sa sœur, avait toujours montré un immense et sincère intérêt pour ce sujet émouvant de la maternité et des enfants. Andrea venait alors de se marier à l'homme qu'elle aimait, avait déménagé à Reno et commençait une nouvelle vie. Sa jeune sœur lui demandait constamment, à chaque appel, avec enthousiasme, si elle n'était pas déjà enceinte, quand le bébé arriverait. Rochelle désirait et rêvait si fort que sa sœur bien-aimée ait rapidement une petite fille, une nièce dont elle pourrait s'occuper. Andrea avait encore beaucoup de mal à surmonter et ne pouvait pardonner au destin que Rochelle n'ait tragiquement pas vécu quelques mois de plus pour voir le moment heureux où sa nièce est née en bonne santé, que les parents ont affectueusement prénommé en l'honneur de la sœur décédée, Rochelle également, pour que son nom perdure. Car sa jeune sœur était pour Andrea la personne la plus bonne, la plus pure et la plus lumineuse au monde, comme il en existe peu. Maintenant, 40 ans plus tard, Andrea a raconté franchement et honnêtement aux journalistes qu'elle éprouvait des sentiments très complexes, contradictoires et mitigés à propos de tout ce qui s'était passé. D'une part, après 40 années incroyablement longues et pénibles d'attente insoutenable, elle connaissait enfin, avec certitude, le nom et le visage de celui qui était coupable du terrible meurtre de sa petite sœur adorée. D'autre part, elle aurait toujours voulu, rêvé, de regarder ce meurtrier droit dans les yeux, de le confronter face à face,
et de lui raconter en détail les épreuves et les souffrances incroyablement lourdes et dévastatrices qu'il avait impitoyablement infligées à tous ceux qui aimaient sincèrement Rochelle et étaient proches de sa victime innocente. Mais elle n'aurait plus jamais cette chance. Quant aux détectives travaillant sur l'affaire, ils étaient désormais avant tout intéressés professionnellement par des questions plus terre-à-terre et pratiques. Notamment, la question sérieuse de savoir si Johnny Coy aurait pu théoriquement être responsable et impliqué dans d'autres crimes violents non résolus similaires contre des femmes, commis dans la région pendant la longue période entre le meurtre de l'écolière Rochelle en 1983 et son arrestation après l'agression de la femme et de sa fille en 1989. En 6 ans de liberté entre ces deux crimes connus, il aurait théoriquement pu commettre de nombreux autres actes horribles et effrayants, restés non élucidés à ce jour. Cependant, seule une expertise médico-légale approfondie supplémentaire et une comparaison d'ADN avec d'autres affaires non résolues de cette période pourraient réellement confirmer ou infirmer cette hypothèse inquiétante. Mais jusqu'à présent, malheureusement, aucune nouvelle donnée, piste ou correspondance concernant le profil ADN de Johnny Coy avec d'autres crimes n'a été enregistrée dans la base de données. Pour l'instant, c'est le silence. Mais les recherches continuent.